continuer à parler du bac donc et de ces résultats qui viennent d'être annoncés par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Taux de réussite de 85,75%. C'est un taux qui est encore provisoire. Il est légèrement supérieur à celui de l'an dernier. On va évidemment en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, on va voir ces scènes de liesse ou pas. C'est-à-dire que chaque année, on voit ces élèves qui se pressent devant les tableaux d'affichage pour voir si leur nom y figure. Il y a la déception, la joie, le soulagement, toutes ces émotions. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le bac reste un sésame, en tous les cas, un passage important, chargé en émotions. On va y revenir dans quelques instants et on va écouter d'abord ces réactions recueillies à Nantes. Avec mention très bien et félicitations du jury. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on a plus de 18 au bac, donc c'est génial. J'ai entendu, tout le monde m'appelle, tout le monde me dit que j'ai eu mon bac, donc forcément je suis super fier. Après mon frère, il va passer au rattrapage, du coup je suis déçu pour lui aussi. Du coup j'espère que tout le monde va l'avoir et comme ça on pourra bien fêter ça tous ensemble. Voilà, des réactions d'élèves, de lycéens qui ont obtenu ou pas leur baccalauréat. On rappelle ce taux provisoire, encore 85,75%. C'est légèrement supérieur à celui de l'an dernier. Pour continuer d'en parler, parce que finalement, chaque année, on se pose toujours cette même question. Est-ce que le bac est un sésame incontournable pour accéder aux études supérieures? Vaut-il encore quelque chose? On va bien évidemment en parler avec nos invités. Gilles Langlois, bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat enseignant UNSA. Laurent Zamekowski, vous êtes président des associations PEP de l'Académie de Versailles. Bienvenue. Et puis, nous sommes en visio également. Nous sommes en ligne avec Lev Frankel. Lev Frankel, je ne sais pas si vous nous entendez. Je crois que vous êtes beaucoup plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Serial Thinker. Vous êtes prof de philo dans un lycée de Strasbourg. Vous êtes également auteur de La philo en mode Serial Thinker aux éditions Hachette. Vous êtes super suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec plus de 46 000 abonnés. Vous donnez des conseils sur les fiches, comment bien apprendre, comment décrypter les sujets philo. On va y revenir bien évidemment avec vous. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à cette question avec vous, Éléonore Bailly. Le bac, l'obtient-on plus facilement aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Alors, plus facilement, je ne sais pas. En revanche, le nombre d'élèves qui obtiennent ce fameux baccalauréat, il ne fait qu'augmenter. Il était autour de 64% dans les années 80. Il n'est jamais en dessous de 90%. Regardez cette courbe, elle est éloquente. Jamais en dessous de 90% depuis quelques années. Donc, effectivement, de plus en plus d'élèves obtiennent ce fameux baccalauréat. Si on regarde la courbe PISA, vous savez, la courbe PISA, c'est cette courbe qui évalue les élèves de 15 ans en lecture, en maths et en sciences. Eh bien, cette courbe, il y a longtemps qu'elles se sont croisées. On peut imaginer effectivement que le niveau baisse. En revanche, la formule du bac, elle a changé. C'est plus comme il y a 30 ans. Il y a beaucoup moins d'épreuves écrites pour les élèves. Il y en a simplement 5 qui sont passées. Et par ailleurs, il y a aussi du contrôle continu, 40% de contrôle continu. Donc les épreuves, ça n'a plus rien à voir. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'élèves qui obtiennent ce fameux sésame pour aller dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Éléonore, pour ce décryptage. Vous reviendrez tout à l'heure avec nous pour nous parler justement d'autres conséquences, notamment du système Parcoursup. Est-ce qu'on peut dire finalement que le bac est plus accessible, mais aussi plus segmenté? Alors, plus accessible, je ne sais pas. Enfin, je pense que la société a évolué. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus... Quand je dis plus accessible, c'est-à-dire qu'on l'a démocratisé. Dans les années 70, c'était considéré comme un examen d'élite avec 30 à 40% d'obtention. On parlait surtout de candidats, de lauréats qui étaient issus de milieux favorisés. Et puis dans les années 80-90, il y a eu cette démocratisation, cette massification d'obtention du baccalauréat. Et puis ensuite, il y a eu le bac pro, le bac technologique, etc. C'est pour ça que je parlais de bac fragmenté. Si on va parler de démocratisation, je crois que ce qu'on a réussi, c'est la massification, parce que mais les sociétés comme la France, de pays, on va dire, avancés économiquement, avaient besoin d'une augmentation du niveau d'éducation. Et c'est ce qu'on a vu à travers la massification. Après, on voit bien dans l'évolution, on parlait des résultats PISA, on voit bien qu'on a un défi, par contre, de la démocratisation
qui lui n'a pas encore été atteint. Donc effectivement, ça reste un élément quand même extrêmement important dans la vie des jeunes, puisque c'est ça qui va permettre d'accéder au supérieur. Sans baccalauréat, il n'y a pas de possibilité de poursuite dans le supérieur. Donc ça reste un moment important. De plus en plus de jeunes y vont, mais on voit que on va dire les choses ne sont pas finies à l'issue du bac, et ensuite c'est aussi la réussite et une bonne orientation dans les études supérieures qui est indispensable. Alors est-ce que c'est vraiment le bac qui détermine votre accès aux études supérieures? Rien n'est moins sûr avec le système Parcoursup. Avec Parcoursup, avoir une place dans le supérieur n'est plus automatique puisqu'on peut se retrouver affecté nulle part, même si on a son bac. Tous ces vœux, on peut les voir être refusés. Ce serait donc plus le bac qui décide, mais Parcoursup. Les dés seraient-ils pipés? On voit ça tout de suite avec ce sujet. Le système Parcoursup incite-t-il les professeurs à surnoter les élèves de première et de terminale? Pour décrocher les formations auxquelles ils prétendent, les lycéens doivent avoir de bons résultats tout au long de l'année, car chaque contrôle pèse sur leur future orientation. La pression est donc constante. J'ai pas la note que je veux sur un tel contrôle. Je me dis, oh là là, ça a baissé ma moyenne, oh là là, Parcoursup, catastrophique. C'est pas forcément une obsession, mais ça me préoccupe beaucoup. Forcément, ça met une pression, mais faut relativiser dans l'année. Il y a 3 trimestres, ils prennent en compte aussi le premier trimestre et le deuxième trimestre de première, il me semble. Donc voilà, faut relativiser. Par peur de la mauvaise note qui ternirait leur dossier, certains élèves sont tentés d'échapper aux évaluations les plus compliquées. On leur met tellement de pression. Ils trouvent une stratégie. Certains trouvent la stratégie pour éviter la mauvaise note qu'ils pressentent, qu'ils n'auraient peut-être pas eu d'ailleurs. Ils préfèrent être absents. Et quand la mauvaise note tombe, les professeurs sont en première ligne, face aux élèves qui tentent de négocier, face aux parents qui demandent des justifications. C'est plus de messages sur les messageries professionnelles, c'est plus de demandes de rendez-vous, c'est aussi une explication qui est demandée par le proviseur, par le chef d'établissement, qui peut être directement sollicité par des parents d'élèves. Une mauvaise note peut décourager les élèves. Cette professeure d'histoire géo a choisi de privilégier les évaluations classiques, type bac, et de limiter les exercices plus complexes. Du moment où vous évacuez ça et vous vous contentez forcément d'évaluer sur ce qui est de façon certaine acquis, évidemment que la note va augmenter. La professeure réfute le terme de surnotation. Mais cette directrice de classe préparatoire, qui reçoit les dossiers des lycéens, fait un constat. Les moyennes générales augmentent ces dernières années. Ce sont plus les appréciations générales, la capacité de travail, la capacité de concentration, le parcours de l'élève qui sont pris en compte, plutôt que la moyenne, effectivement, qui ne signifie plus grand-chose dans l'absolu. Joindre Lev Frankel, notre serial thinker, prof de philo dans un lycée de Strasbourg, et puis influenceur, on peut le dire comme ça. Vous êtes influenceur, ou en tous les cas, vous répondez à des tas d'élèves qui se posent des questions. Comment réviser, comment me structurer et réussir au mieux mon examen. Est-ce que vous avez l'impression, justement, quand vous échangez avec vos followers, qu'ils se préoccupent davantage de Parcoursup que du bac en lui-même ? Oui, alors c'est vrai que le bac, c'est un petit peu le sésame qui valide un certain nombre de compétences communes, un certain nombre de connaissances, mais finalement, Parcoursup est devenu une sorte de concours. Et le problème, je pense, c'est qu'il y a quand même une certaine opacité. Alors je sais pas, on en discutera sûrement avec les intervenants, mais on sait pas très bien, parce que parfois on a des élèves qui sont plutôt bons, qui sont pas pris dans les filières dans lesquelles ils ont candidaté. Et je pense qu'on aurait intérêt, alors on peut discuter du système méritocratique dans lequel effectivement il y a un certain concours et les meilleurs accèdent aux places qu'ils ont désirées. Ça se discute philosophiquement, mais je crois que dans tous les cas, qu'on valide ou pas ce système, on a tout intérêt à le rendre beaucoup moins opaque qu'il ne l'est actuellement. On ne sait pas exactement quelle est la part d'algorithme qui décide, quelle est la part d'humain. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Certainement, les intervenants aujourd'hui en savent peut-être plus que moi là-dessus et pourront nous éclairer effectivement sur ce système. Vous restez en ligne, bien évidemment, avec nous. Je vais donc me tourner vers Laurent Zamekowski. Vous diriez que le contrôle continu a affaibli le bac en tant qu'examen national ?
On pourrait se dire que ça commence à ressembler aussi au brevet. Donc, oui, parce que le brevet, finalement, aussi se base sur le contrôle continu. Bien sûr. Mais après, depuis longtemps, tout le monde réclamait justement d'avoir une part de contrôle continu pour refléter mieux le niveau global des élèves. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes face à l'examen final, il y a le stress, il y a des tas de situations. Bon, après, il y a aussi la capacité à bachoter pour récupérer un peu la dernière minute. Donc voilà, donc c'est un peu... En plus, au début de la réforme, il y a eu la crise sanitaire, on a changé les choses, on a revenu, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Donc tout ça, quand même, a un petit peu compliqué les choses. Mais c'est vrai que... en fait, c'est jamais bon, en fait. C'est-à-dire que quand c'est l'examen final et qu'on met tout au mois de juin, c'est trop de stress. Si on met les trucs en mars, c'est trop de stress aussi. Si on fait une part de concours continu... c'est trop de stress toute l'année. En fait, c'est tout le temps trop de stress. Donc, en fait, la vraie question, c'est quoi ? Oui, là, mis à part le stress, il y a aussi cette question soulevée par Lev Frankel il y a quelques instants, c'est l'opacité de ce système Parcoursup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Non, attendez, c'est pas Parcoursup qui est opaque. Ce sont les filières, les orientations, les filières dans le supérieur. Je veux dire, il y a 28 000 filières qui dépendent de Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme d'intermédiation. Il n'y a pas d'algorithme du tout. En revanche, il y en a 28 000. Chacun a un algorithme, c'est-à-dire un algorithme ordinateur ou une manière de traiter le dossier. Par exemple, vous êtes dans une prépa plutôt littéraire, et puis en fait, vous avez que des élèves qui ont quasiment 20 de moyenne. Donc, on va regarder les maths. Oui, peut-être sur deux choses. Oui. Premièrement, je vais peut-être revenir sur la question du contrôle continu. Oui. Nous, à l'UNSA, on pense que c'est une bonne chose. Donc, ça n'affaiblit pas, selon vous, l'examen national final ? Non, enfin, un examen en contrôle terminal, il y a plein d'éléments qui montrent que finalement, ça ne reflète pas forcément les compétences des candidats. Donc, avoir du contrôle continu. Après, on a un travail à faire sur le contrôle continu. On n'a pas besoin forcément que ce soit toutes les notes qui sont faites en contrôle continu, qui fassent l'objet de ce qui est retenu pour l'épreuve du baccalauréat, qui soit retenu en tant que tel. Et on peut avoir des choix entre ce qui est véritablement significatif. En tous les cas, c'est un élément qui permet de rassurer déjà un certain nombre d'élèves sur cette question-là. Sur la question de l'opacité, alors effectivement, il y a jamais, et en tout cas pour les personnes qui l'utilisent, ça semble opaque. Après, tous les systèmes, quels qu'ils soient, n'ont jamais été rassurants. Et au-delà de l'outil Parcoursup, qui est comme tous les outils... Comment on peut expliquer qu'un élève qui a de très bonnes notes, que tous ses vœux puissent être refusés ? Il y a deux choses. Alors qu'il a son bac. Premièrement, il y a l'adéquation entre ce que l'on veut faire, ce qu'on imagine, et ce qui correspond en fait au profil. Donc on a plusieurs questions qui sont derrière ça. Il y a une question d'adéquation. Est-ce qu'on est capable de faire des vœux qui correspondent finalement aux compétences qui sont les nôtres ? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez les gens qui sont en face, c'est-à-dire les gens qui vont sélectionner ceux qui vont arriver dans tel ou tel type de formation, qui peuvent eux aussi avoir des critères, qui seront soit des critères élitistes, et vous avez encore, par exemple, des informations dans Parcoursup qui sont l'origine et le lycée d'origine. Eh bien, selon le lycée d'origine, votre dossier ne va pas être regardé de la même façon. Donc, on a des éléments d'opacité, mais aussi des éléments objectifs qui permettent de comprendre. Alors, il n'y a pas de plateforme idéale, mais en tous les cas, il y a toujours eu des méthodes d'affectation, y compris avant Parcoursup. Et à un moment donné, on s'est toujours retrouvé avec un certain nombre d'élèves qui étaient aussi en difficulté. Et il y a de cela quelques années, vous aviez la queue devant les facs pour arriver à trouver une inscription qui n'était pas forcément dans la zone que vous souhaitiez. Donc, il n'y a pas de système idéal. Par contre, il y a des évolutions. Par exemple, la disparition de l'établissement d'origine pourrait être un élément qui mette plus les élèves les uns par rapport aux autres en égalité, sans qu'il y ait une plus-value, par exemple, selon que vous êtes dans tel établissement. Alors, je vais prendre quelque chose de caricatural, mais si vous venez du lycée Henri IV, votre dossier ne va pas être regardé de la même façon que si vous êtes dans un collège d'une banlieue lointaine de la région parisienne. Et donc, ça, c'est des éléments qui peuvent être améliorés à l'intérieur. Après, derrière ça, il ne faut pas confondre, en fait, l'outil, quand on dit qu'on est stressé par Parcoursup, en fait, ce qui stresse vraiment les jeunes, c'est leur avenir. C'est comment est-ce qu'ils vont être orientés ? Est-ce qu'ils vont être orientés dans quelque chose qui va leur correspondre ? Ils vont être acceptés. Alors, bien sûr, mais c'est ça qui est derrière ça. C'est derrière cette question, c'est la question aussi de l'orientation. Et on a un gros travail à faire aussi en la matière pour avoir, par exemple, plus de personnel qui soit en capacité d'accompagner les élèves pour les aider à construire leur projet de parcours
derrière le baccalauréat. Et sur cette orientation, on manque, par exemple, on a des corps spécifiques, c'est les psychologues de l'éducation nationale qui sont spécialisés dans l'orientation, on en manque cruellement. Et puis vous avez là aussi tous les professeurs qui doivent accompagner. Par exemple, pour accompagner, vous avez un nombre d'heures qui sont dédiées dans le parcours au lycée. Eh bien, ce nombre d'heures, il n'est pas fléché en termes de moyens. C'est-à-dire que tous les élèves n'ont pas forcément accès parce que le ministère ne donne pas les moyens de réaliser. Donc d'un côté, on dit... Est-ce qu'il faudrait qu'il le fasse, justement? Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné... c'est que maintenant aussi, l'orientation est devenue l'une des compétences de la région. Donc c'est vraiment, ils ont récupéré cette compétence. Et il y a un autre point aussi qui s'ajoute à ce que vous avez évoqué, vous avez tout à fait raison, c'est l'augmentation du nombre d'élèves, de candidats qui vont arriver, qui se déversent dans le supérieur. Et donc effectivement, si vous conjuguez avec les deux premiers éléments que vous avez donnés, plus l'augmentation des élèves, forcément, parfois on se retrouve dans des situations où on a l'impression d'être très 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 bon. Et puis en fait, il y a une telle concurrence et une telle masse, et avec des places, surtout sur les filières sélectives ou des filières qui ne sont pas forcément sélectives, mais par rapport à la demande. Oui, mais sauf qu'avant Parcoursup, quand vous aviez le bac, vous étiez moins. Tant que ça? Ah oui, quand même. Mais là, c'est 724 000 postulants pour le bac, là, tout à l'heure, qui vont obtenir une réponse. Donc 724 000, un petit peu moins, qui vont aller dans le supérieur d'ici quelques mois. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde, oui. Et puis, par exemple, quand vous deviez... avant, en fait, avant, c'est avec eux, effectivement. Ça pouvait être... vous pouviez avoir deux trucs que vous avez envie, et en même temps, l'inscription était le même jour, à la même heure. Donc, à moins d'avoir le don d'ubiquité, c'était pas forcément évident. Pas possible. Moi, par exemple, j'avais demandé à mon père et à ma mère d'aller faire la queue pour moi, et moi, le troisième. Et après, quand la porte s'est fermée, j'ai dû faire pile ou face si j'allais voir l'un ou l'autre, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable. Voilà, après, il y a eu le Minitel, et après, ainsi de suite. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est quand même aussi, malgré tout, aujourd'hui, comme un progrès. Et par rapport au nombre, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'orientation. Je veux dire, que même les psychologues de l'éducation nationale ou les professeurs principaux, quand vous voyez la masse de tout, c'est très difficile. Ou même moi, en tant que parent, quand ma fille voulait faire la communication, je me regardais sur Parcoursup les facs de communication. J'ai trouvé que la différence entre l'une et l'autre, en même région parisienne, je n'arrivais pas à les différencier. Je me suis dit, Parcoursup, c'est pas terrible. Alors, j'allais voir sur le site web de chaque université. Et en fait, c'était le même texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, on a un vrai problème de benchmarking. Et en fait, on devrait justement pouvoir arriver à mieux évaluer. Et c'est vrai que Parcoursup aussi fait entrer un certain nombre d'écoles et d'orientations, enfin de filières, sur une même base. Et on a des élèves aussi à qui on demande encore plus tôt de choisir, c'est-à-dire que dès la seconde, ils doivent faire le choix de leur spécialité. On va rejoindre notre serial thinker, Lev Frankel. Juste avant de vous poser la question, je voudrais quand même voir qu'on montre à nos téléspectateurs à quoi ressemblent justement ces vidéos que vous postez sur les réseaux sociaux et qui font donc un carton. Exemple. Lundi dernier, reste ici, je te donne un corrigé. Sujet numéro 2, la vérité est-elle toujours convaincante? Essayez de vous étonner du sujet. Comment la vérité pourrait-elle ne pas nous convaincre? La vérité est du côté de la logique, de la réalité, ou même parfois de l'évidence. Comment pourrait-on contredire la logique, le réel ou l'évidence? Et pourtant, nous refusons bien souvent de la voir en face. Semblerait que la vérité nous blesse. Alors là, vous donniez des réponses, en tous les cas, vous, après l'épreuve de philo. Ces followers avec lesquels vous conversez, est-ce qu'eux aussi vous font part de leurs angoisses concernant leur choix d'orientation? Est-ce que vous le sentez, ça aussi, cette pression qui pèse sur eux? Oui, alors juste petite rectification, mes abonnés sont plus sur TikTok que sur Instagram, mais c'est pas grave, c'est juste... voilà. Alors, les réseaux sociaux en général. Voilà, les réseaux sociaux en général. Mais effectivement, il y en a qui sont angoissés par rapport à leur avenir. Alors, c'est vrai que c'est pas trop le genre de discussion que j'ai avec eux, parce que moi, ils m'écrivent surtout par rapport à la philosophie, par rapport à cette épreuve, qui est aussi une source d'angoisse pour eux, et qui, je pense, gagnerait à être... on gagnerait à harmoniser, à faire un barème et à finalement à produire... des attentes qui soient les mêmes pour tous, parce que parfois les profs de philo ne sont pas d'accord entre eux sur la façon dont il faudrait noter telle ou telle copie, et je crois qu'on gagnerait à ce qu'il y ait un certain nombre de connaissances, en tout cas pour les profs de philo, voilà, qu'on puisse valider un certain nombre de connaissances au-delà finalement de la technique de la dissertation. Donc ce que vous dites en creux, c'est que la note de philo, finalement, c'est peut-être la plus subjective voilà, au milieu de toutes les matières.
C'est vrai, même s'il y a des attentes, voilà, il faut qu'il y ait une problématique, il faut qu'il y ait un plan avec une réflexion qui progresse. Mais le problème, c'est que l'exercice de la dissertation est un exercice si subtil. Il faut opposer deux idées sans se contredire trop massivement. Il faut faire progresser un plan pour opposer deux idées, puis ensuite les dépasser dans une troisième partie. Et ça, en une année de cours, c'est très difficile à exiger des élèves. Il y en a certains qui arrivent à le faire, mais la plupart n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que les correcteurs sont souvent déçus quand ils corrigent les copies. Et c'est pour ça que les inspecteurs ont dû d'ailleurs dire qu'il fallait noter les copies. Voilà, il fallait apprécier quand il y a des connaissances objectives qui sont exposées dans la copie. Il fallait donc les inspecteurs ont beaucoup milité pour ça les dernières années, parce que il y a une vingtaine d'années, je crois qu'une bonne copie de philo c'était 10, alors que non, une copie de philo à 10, c'est une copie moyenne. Et donc, il fallait revaloriser les notes. Voilà, je crois qu'on gagnerait. Je pense pas qu'il faut enlever cet exercice de la dissertation. Je pense pas qu'il faut le supprimer, parce que c'est un exercice intéressant. Ça permet voilà, c'est un exercice quand même, c'est une gymnastique intellectuelle qui est intéressante. Mais je crois qu'on gagnerait à mettre des éléments beaucoup plus objectifs dedans. Par exemple, la valorisation de certaines connaissances. Alors, on parlait tout à l'heure de bachotage, du contrôle continu qui s'est donc instauré et bien installé dans le système éducatif. Justement, vous qui êtes très ancré sur TikTok et sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale, comment est-ce qu'on révise? Est-ce que les méthodes ont changé? C'est-à-dire qu'on voit bien que le système du bac, le système de notation, le système de sélection n'est plus le même. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait des fiches à l'ancienne? Est-ce qu'on a recours à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces élèves de terminale qui s'apprêtent à passer le bac? Alors, l'intelligence artificielle, c'est très bien. On peut y recourir parce que ça peut être une sorte de sparring partner, ça peut être voilà, on peut s'entraîner avec ChatGPT, lui poser des questions, permettre de s'entraîner à la dissertation, voir comment est-ce que lui répondrait, et ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, il faut toujours vérifier, parce que parfois ChatGPT a tendance à attribuer des citations à des auteurs de manière assez fantaisiste parfois. Donc voilà. Méfiance quand même aujourd'hui, en tout cas l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce sera dans 1 an ou dans 2 ans. Après, effectivement, il y a un changement dans les méthodes de révision. On révise beaucoup avec les vidéos sur TikTok et sur YouTube. Et, les fameux tutos pour apprendre à s'entraîner avec des petites démos à l'appui en vidéo sur YouTube, etc. Voilà, et je crois que certains professeurs voient ça d'un très bon œil. D'autres se sentent un peu en rivalité avec ces vidéos, et c'est tout à fait dommage. Moi, là, je suis en disponibilité depuis 3 ans maintenant, mais quand j'étais devant les élèves, j'utilisais déjà les vidéos pour moi-même, pour m'inspirer de ce qui intéresse les élèves, pour m'inspirer des références, de certaines références qui peuvent parler aux élèves aussi. Et donc, je crois que c'est voilà, toute cette création de contenu sur YouTube, TikTok, Instagram, et ça donne une source d'inspiration à la fois aux élèves, mais aussi aux professeurs pour faire leurs cours. Donc, je crois que c'est extrêmement enrichissant. Il est 12h30 pile. Merci beaucoup. Vous restez bien évidemment en ligne. On se retrouve dans quelques instants, le temps du rappel des titres avec Pauline Forgue.